Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 3 mai 2024. Puisqu'on parle justement de cette date du 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Justement, parlons de cette journée. Les journalistes ont le devoir et la responsabilité d'informer le public sur les dommages causés à l'environnement. Les journalistes sont également habilités à sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement. La ministre par intérim de la Communication et de la Culture a confirmé qu'il est nécessaire de soutenir les journalistes, notamment face à la croissance des réseaux Internet qui facilitent la publication de fausses informations. Reportage de Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Madagascar fait partie des pays vulnérables face aux problèmes causés par le changement climatique. Chaque année, le désastre auquel le pays est confronté en matière de destruction de l'environnement s'aggrave. Les journalistes ont la responsabilité de protéger l'environnement et disposent des outils pour le faire. Les journalistes jouissent d'un certain nombre de droits, tout comme ils ont des obligations. Mais en tant que citoyens à part entière, les gens de la presse ont effectivement la responsabilité de se mettre au service de la planète, sensibiliser, interpeller, réveiller les consciences ou même dénoncer chaque fois qu'il le faut. L'Ordre des journalistes de Madagascar ne l'a que trop bien compris à travers sa vision. Journaliste professionnel unis pour le développement, l'OJM a inscrit dans son plan stratégique la question du développement durable, dont le volet environnemental. L'Ordre soutient ainsi toute activité visant à la préservation de l'environnement. La liberté de la presse n'est pas une option, mais un devoir. Ainsi, les journalistes doivent être protégés dans leur mission, a déclaré le représentant permanent de l'UNICEF à Madagascar. Par ailleurs, la ministre par intérim de la Communication et de la Culture a également confirmé que le gouvernement malgache, à travers son ministère, soutient la promotion de la liberté de la presse et du journalisme professionnel. La vulgarisation des réseaux sociaux qui donnent la parole à tout individu et permettent à chacun de partager son opinion, souvent sans vérification ni responsabilité, rend encore plus complexe le travail des journalistes. Pourtant, nous devons tous être conscients que les médias sociaux ont profondément transformé la manière dont l'information est diffusée et consommée, surtout pendant les périodes électorales. Le ministère de la Communication et de la Culture invite ainsi tous les médias et journalistes à faire preuve de vigilance et de rigueur dans leur couverture électorale, afin de renforcer la confiance du public, notamment dans les médias traditionnels, et de fournir un contrepoids essentiel à la désinformation. La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme, tel est le thème de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce jour à Anoussi. Restons toujours autour de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Les efforts sont palpables dans la mise en place justement de la liberté de la presse à Madagascar selon les journalistes Alain Kili ce matin. La célébration de la liberté de la presse de cette année qui coïncide avec la célébration de la 50e anniversaire de l'Ordre des journalistes malagasy. Les journalistes ont alors rappelé le chemin parcouru selon ce reportage de Cécile Vin et Yves Janel. C'est la stèle qui marque l'existence de l'Ordre des journalistes à Madagascar, mais aussi la preuve du combat fait dans le monde du journalisme qui est dirigé à Alain Kili. Chaque 3 mai, journée de la liberté de la presse, les journalistes professionnels s'y donnent rendez-vous pour marquer les étapes faites et ce qui les attend dans l'exercice de leur métier. Le citoyen a le droit de jouir de toutes les informations, d'avoir des informations justes, sans répression, sans aucune forme d'entrave. Durant ces 5 dernières années, des évolutions ont été constatées. Les journalistes ont déjà une loi qui les protège dans l'exercice de leur métier. De plus, ils bénéficient de formations que ce soit dans le pays qu'à l'étranger. Tous les efforts fournis se tournent vers le développement du pays, surtout dans le domaine humanitaire et social. Car il est à rappeler que les journalistes tiennent un rôle important dans ce domaine.
Ce qui a marqué la célébration de la journée de la liberté de la presse cette année est la célébration du 50e anniversaire de l'Ordre des journalistes de Madagascar. La célébration se poursuivra à travers l'événement sportif intermédiaire demain au stade Barrière de Mamas pour renforcer la cohésion des journalistes. Et Madagascar avance à la 100e place sur les 180 pays dans le monde en matière de liberté de la presse selon RSF ou Reporters sans frontières dans son 22e classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde. La Norvège garde la première position du classement, pays ayant les meilleures notes. RSF critique également dans sa publication l'inaction de la communauté internationale pour la protection des journalistes qui couvrent l'affrontement entre Israël et le Hamas. Plus de 100 journalistes sont décédés à Gaza depuis le 7 octobre, début de ces affrontements. Aniena Martina nous en dit plus. La désinformation prend de l'ampleur actuellement et devient une menace pour le métier de journaliste, martèle Reporters sans frontières ou RSF dans une émission dédiée à la liberté de la presse cette année. Par ailleurs, si Madagascar était au 108e rang du classement en 2023 en matière de liberté de la presse, la grande île est remontée à la 100e place cette année d'après Reporters sans frontières aujourd'hui. Madagascar a obtenu la note de 54,07 sur 100. Madagascar a franchi plusieurs étapes en 5 ans. Il a également été constaté que la liberté de la presse n'a pas encore sa place dans le monde entier. Et dans les actualités politiques de ce soir, le président du Sénat, le général Ravalman Narichar, a rencontré hier au palais d'Anouskiel la délégation du Fonds monétaire international ou FMI, conduit par l'émissaire du FMI, Frédéric Lambert, actuellement en mission à Madagascar. Le président de la Chambre haute a également reçu à son bureau ce même jour la délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique sous l'égide d'Ionès, coordonnateur de l'UCESA et secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental CECS du Maroc. Mervoula Sferen. Le Sénat est une institution parlementaire devant laquelle passent les lois de finances initiales et les lois de finances rectificatives chaque année. Le président de cette institution et l'émissaire du Fonds monétaire international, ou FMI, ont échangé sur 2 programmes triennaux. Le premier est axé sur la facilité élargie de crédit ou FEC. Ce programme touche essentiellement le domaine de la stabilité financière et budgétaire, la croissance économique, la promotion du capital humain, la protection sociale ainsi que la gouvernance. Et le second programme porte sur la facilité pour la résilience et la durabilité, ou FRD. Il s'agit d'un nouveau programme focalisé sur la résilience des pays vulnérables face au changement climatique. Cela inclut la réduction de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, nous sommes à Madagascar pour négocier deux nouveaux arrangements avec le gouvernement de Madagascar. C'est le début d'un nouveau programme potentiellement. Donc c'était important de pouvoir consulter Monsieur le Président du Sénat et ce sénateur, enfin les représentants du Sénat, pour concevoir au mieux ce nouveau programme et accompagner Madagascar de la façon la plus efficace et la plus utile possible dans les 3 prochaines années. Voilà l'objet de notre visite aujourd'hui. Le président du Sénat a souligné que la Chambre haute est toujours déterminée à contrôler l'utilisation des fonds publics et peut ouvrir une enquête parlementaire si nécessaire afin de faire la vérité sur d'éventuels abus, détournements et manipulations de toutes sortes. Le Sénat soutient également les collectivités territoriales décentralisées afin que les activités et développements menés pour la mise en œuvre de la politique générale de l'État parviennent aux populations à la base. Nous nous sommes engagés quand même pour la bonne gouvernance, ce que nous avons déjà fait quand nous avons fait des tournées pour surveiller donc la bonne exécution des projets. Avec le FMI ou avec d'autres partenaires financiers, nous avons déjà sensibilisé les collectivités décentralisées, les habitants dans les localités qui bénéficient des projets pour surveiller, pour prendre leurs responsabilités pour la surveillance de la bonne exécution des travaux. Hier, une délégation de l'UCESA ou Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a également effectué une visite de courtoisie auprès du président du Sénat. Ce dernier a souligné qu'en tant que représentant du groupement
économique et sociale et en tant qu'institution législative, la porte du Sénat reste grande ouverte pour recevoir toute proposition visant le développement. Cette visite a également permis d'échanger sur le Conseil économique, social et culturel déterminé dans l'article 105 de la Constitution, mais qui n'a pas encore été mis en place jusque-là. Proposer leur soutien pour la mise en place de ce Conseil figure aussi parmi l'objet de cette visite de la délégation. Toujours dans cette page politique, les jeunes cadres de Wangenjan affirment leur soutien aux candidats issus de la plateforme Naisikare Chamerakam Anjirazuel ou IRMAR lors des élections législatives. Le candidat de l'IRMAR, de son côté, a également exprimé sa volonté de porter la voix du peuple et d'apporter le développement au district de Wangenjan. Radramanan Zatouf. Ranjanasul Ututsu Ideali est le candidat aux législatives présenté par la plateforme IRMAR dans le district de Wangenjan. Il a déclaré que la politique de développement menée par le gouvernement se reflète déjà dans le district de Wangenjan à travers de nombreuses réalisations, mais qu'elle nécessite également la responsabilisation des natifs du district. Raison pour lesquelles il a exprimé sa volonté d'être candidat aux législatives, de faire entendre la voix du peuple et de poursuivre le développement du district de Wangenjan. Les jeunes cadres issus du district de Wangenjan ont fait une déclaration de soutien au candidat présenté par l'IRMAR dans ce district qui porte le numéro 4. Dans les actualités diverses de ce soir, les opérateurs économiques victimes de l'escroquerie de la part de la société d'exportation Smart Cargo de Ravelu Chanirin interpellent le président de la République et la ministre de la Justice. Lors des précédents procès, les requérants ont toujours obtenu gain de cause. En plus de cela, la gérante de Smart Cargo a fait l'objet d'avis de recherche émis par la police nationale, mais qui reste jusque-là sans suite. L'ex-député d'Antsirabe 2 est toujours en liberté. Dernièrement, elle s'est présentée en tant que candidate aux prochaines élections législatives. Les victimes se demandent alors comment elle a pu obtenir le bulletin numéro 3 pour pouvoir se présenter librement comme candidate aux élections. Reportage. L'affaire Smart Cargo a fait le va-et-vient devant la justice depuis une dizaine d'années. De nombreux opérateurs économiques sont victimes d'escroqueries et d'abus de confiance de la part de Nirin Ravelu Hanch, la responsable de cette société. La majorité de ces victimes ont obtenu gain de cause devant la justice et les verdicts ordonnent à l'accusé à payer une amende, à rembourser les victimes. Dans certains cas, Nirin Ravelu Hanch est même condamnée à 1 ou 2 ans de prison ferme. Mais aucune de ces peines n'a été exécutée. À cette situation, les victimes ayant été escroquées de plusieurs millions, voire même de plusieurs milliards d'ariars, se sont désemparées. Il est à rappeler que l'ex-député d'Antsirabe 2, Nirin Ravelu Hanch, a fait l'objet de 2 avis de recherche émis par la police nationale. Et jusqu'à ce jour, elle est toujours introuvable. Elle a même osé se porter candidate aux prochaines élections législatives dans le district d'Antsirabe 2. Plus d'un se demande alors comment elle a pu obtenir le bulletin numéro 3. Les victimes craignent des pratiques corruptives. Les victimes de Smart Cargo ont confirmé que les verdicts rendus auparavant restent valides, tout comme les 2 avis de recherche. Ces derniers en appellent donc aux responsables de tous les niveaux pour suivre de près cette affaire parce que ces gérants de sociétés n'ont pas pu poursuivre leurs activités, certains ont même déclaré faillite. Page sociale. À présent, la population peut bénéficier des soins de santé gratuits lors de la célébration de la semaine des infirmiers qui aura lieu du 6 au 12 mai prochain. Elle sera marquée par une caravane qui sillonnera la région Antsinan en partant d'Antananarivo. Des soins de proximité qui seront effectués en collaboration avec Mercy Chips. Reportage de Oubnen Hassamman et Andara Razanarvel. Du 6 au 12 mai sera célébrée la semaine des infirmiers. Il s'agit du premier événement organisé par l'Ordre des infirmiers à Madagascar, si de nombreux autres pays l'ont déjà célébré auparavant. La semaine des infirmiers sera marquée à travers une caravane qui sillonnera la région Atsinanan. Des soins de proximité seront octroyés à la population d'Antananarivo le 6 mai au sein du CSP2 d'Antsamambi dans le 2e arrondissement. La caravane fera cap sur Vatmanj le 8 mai, Pricaville le 9 mai, le 10 mai à Touamasn et se terminera le 12 mai à Fullpointe. Des soins de santé gratuits liés au travail des infirmiers seront réalisés, tels que la vérification de la tension artérielle, des circoncisions, les dépistages du diabète et divers conseils de santé. La mise en œuvre de ces soins sera effectuée en collaboration avec Mercy Chips, notamment dans la formation des infirmiers selon les informations.
Ce partenariat avec Mercy Ships fait partie de la revalorisation du travail des infirmiers, selon toujours les informations. Puisqu'on a parlé santé, justement, restons dans ce sujet. Madagascar possède plusieurs plantes médicinales selon l'IMRA ou Institut Malagasy des recherches appliquées. Ces plantes, à travers diverses recherches, se sont avérées efficaces pour guérir de nombreuses maladies. Les Malagasy doivent tirer profit de ces remèdes à base de plantes médicinales selon les explications dans ce reportage de Fanjacina Mireille et Yves Janel. Madagascar est riche de plantes dont la plupart sont des plantes médicinales qui peuvent produire divers remèdes, affirment les responsables au sein de l'IMRA ou Institut Malagasy des recherches appliquées. Ces plantes médicinales de Madagascar font l'objet de recherches et sont à l'origine de médicaments vendus dans les pharmacies. En effet, les plantes médicinales de Madagascar sont utilisées comme matière première pour divers médicaments au niveau international. Ces plantes sont une grande richesse, de ce fait, les Malagasy doivent aussi bénéficier de leurs vertus. La raison d'être de l'IRMAR est de produire et de développer le domaine de la santé, ainsi que de permettre à tous les Malagasy de jouir des remèdes issus des plantes médicinales du pays. Dans les actualités internationales de ce soir, rappelant un peu cette journée de la liberté de la presse, justement plus de 6 mois après le début de la riposte israélienne au massacre du 7 octobre, les journalistes palestiniens de la bande de Gaza continuent de payer un lourd tribut dans l'exercice de leur métier. La presse n'a toujours pas accès à l'enclave palestinienne aux grandes dames des médias internationaux. Selon l'organisation Reporters sans frontières, Gaza est en passe de devenir un trou noir de l'information. Dans quelles conditions les journalistes sur le terrain travaillent-ils et comment l'information continue-t-elle à nous parvenir? Un reportage de France 24. Attention, certaines images de cette vidéo peuvent choquer. Elle est considérée comme la guerre la plus meurtrière pour les journalistes dans l'histoire récente. Selon Reporters sans frontières, depuis le 7 octobre, plus de 100 journalistes ont perdu la vie, majoritairement dans la bande de Gaza, dont une vingtaine dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, les images qui sortent du territoire assiégé proviennent des journalistes palestiniens ou des simples citoyens, en l'absence des médias internationaux interdits d'accès. Entre menaces sécuritaires, destruction des bureaux, coupure d'électricité et d'Internet, pénurie d'eau et de nourriture, le quotidien des journalistes est semé d'embûches. Notre consoeur, Maha Aboulkas, a perdu sa maison lors de bombardements israéliens. J'ai été blessée au-dessus de l'œil, mais c'est léger. L'impact psychologique est en revanche énorme, après ce que nous avons vu et vécu. Wissam Yassine couvre la guerre de manière quotidienne pour une chaîne américaine. Obligée de se réfugier à Rafah, où vivent désormais près d'1 400 000 Palestiniens, elle travaille aujourd'hui devant l'hôpital koweïtien, grâce auquel les journalistes arrivent à s'alimenter en électricité. Leurs bureaux improvisés sont ces tentes, installées aux côtés de celles des déplacés. Témoigner de l'enfer qu'est devenu Gaza est pour Wissam beaucoup plus qu'un simple travail. Tous les jours, dans un regard discret, je fais mes adieux à mes enfants, sans qu'ils ne le sentent. Malgré le poids de mon gilet pare-balles, malgré la chaleur et la fatigue du travail pendant des heures, et malgré l'attente, le fait de me mettre devant la caméra et de raconter l'histoire d'un enfant, ou les souffrances de quelqu'un qui a perdu son enfant ou sa maison, ou que je raconte ce qui arrive vraiment aux gens, c'est là que je ressens que j'ai accompli ma mission. C'est justement pour les mêmes raisons que Wael Dahdour a trouvé la force de continuer malgré la tragédie personnelle qu'il a vécue. Le journaliste d'Al Jazeera a perdu dans une première frappe sa femme, 2 de ses enfants et son petit-fils. Il a subi lui-même une attaque de drone israélien qui l'a blessé à la main et tué son caméraman. Et quelques semaines plus tard, c'est son fils de 27 ans, lui-même journaliste, qui sera tué avec d'autres collègues. À chaque fois, Wael Dahdour est retourné à l'antenne pour poursuivre sa mission d'information, ce qui a fait de lui un symbole dans le monde arabe et au-delà. Ils ont sacrifié leur vie pour que je continue de travailler. Après leur mort dans ces conditions, je considère qu'il serait honteux que j'abandonne et que j'arrête de couvrir ce qu'il se passe.
Au contraire, il faut que je continue pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Wael Dahdoh a fini par évacuer Gaza pour se faire soigner au Qatar. Ils sont peu nombreux à parvenir à quitter l'enclave par la frontière égyptienne. Mortaza Zaiza et Plesti Al-Akkad font partie de ceux-là. Avant le 7 octobre, ces deux Gazaouis symbolisaient la jeunesse branchée à travers leurs publications sur les réseaux sociaux. En quelques semaines, ils se sont transformés en reporters de guerre, cumulant des millions d'abonnés sur leur compte Instagram. Si eux sont partis, l'ancienne influenceuse Bissan Odeh continue aujourd'hui de témoigner de l'horreur que vivent les Gazaouis. Elle est désormais une source d'information très suivie. Je suis toujours en vie, mais je ne sais pas si je le resterai encore cette nuit. Depuis le 7 octobre, nombreux sont les journalistes et les médias occidentaux à avoir signé des pétitions demandant aux autorités israéliennes de leur permettre d'accéder à la bande de Gaza. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est d'être escorté par l'armée israélienne, un exercice qu'ont effectué les envoyés spéciaux de France 24. Clarissa Ward de la chaîne CNN a été la seule journaliste occidentale à avoir pu s'infiltrer dans Gaza pour quelques heures par le biais d'un convoi humanitaire émirati. L'armée israélienne, que nous avons sollicitée à plusieurs reprises, a refusé de commenter l'interdiction faite aux journalistes occidentaux d'entrer dans Gaza. Pour Clarissa Ward, les mesures de sécurité n'expliquent pas tout. L'autre chose est l'effet qui se produirait s'il y avait de nombreux journalistes sur le terrain. Quel impact cela aurait sur les opinions publiques? Je sens qu'ils ont l'impression que cela aurait un réel impact. Et si vous regardez les réactions des médias israéliens à notre reportage depuis Gaza, il est clair que pour certaines voix dans les médias israéliens, cela était une vraie prise en compte et que si nous avions des journalistes internationaux sur le terrain dans Gaza, cela créerait, selon les propres mots d'un analyste, un vrai casse-tête pour Israël. Plusieurs ONG, comme Reporters sans frontières, suivent de très près la situation à Gaza. Aujourd'hui, ils prennent des nouvelles de leurs collaboratrices, désormais évacuées au Qatar. Nous continuons quotidiennement à documenter ce qui se passe. Nous transmettons régulièrement des informations à la CPI et nous avons espoir, en tout cas c'est notre combat, que la justice internationale soit un secours pour lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Depuis janvier dernier, les crimes commis contre les journalistes sont intégrés par la Cour pénale internationale dans l'enquête en cours sur les territoires palestiniens. Pour l'ONU, ces atteintes constituent même des crimes de guerre. Toujours à l'international, les Tchadiens doivent se rendre aux urnes lundi 6 mai pour élire leur nouveau président. 10 candidats sont en lice, dont le général Mahamat Idriss Déby Itno, le fils de l'ancien président proclamé chef de l'État par l'armée. À quelques jours du scrutin, les habitants de N'Djamena ont confié leurs attentes aux envoyés spéciaux de France 24. Quelques jours du scrutin, les habitants de N'Djamena espèrent que leur futur président changera leur quotidien. Nous voulons une sécurité sociale, des écoles, de l'eau potable, l'électricité. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans ce pays. Les 10 candidats à la présidence tentent tous de convaincre les électeurs, promettant des emplois et la prospérité. Mais de nombreux Tchadiens sont désabusés. Les mêmes promesses se répètent à chaque élection. Pourtant, rien ne change. Le gouvernement fait c'est comme s'il n'écoute pas. Le gouvernement veut seulement se maintenir au pouvoir. Il ne pense pas à la réalité que vivent tous les Tchadiens. Pour cette élection, je veux absolument qu'il y ait un changement. La majorité des Tchadiens, même dans la capitale, n'ont pas accès à l'électricité ni à l'eau courante chez eux. Beaucoup souhaitent le changement, en particulier les jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est le cas de Cyril et ses amis, occupés à boire une bière à 10 h du matin. Cyril a étudié le droit à l'université, mais il se retrouve contraint de vendre ce qu'il peut sur les marchés.
Ce que la jeunesse tchadienne souhaite dans son ensemble est qu'il y ait un peu de l'emploi. Nous avons nos diplômes qui dorment dans les tiroirs du ministère jusqu'à présent. On n'a pas une solution pour ça. Oui, revenir à l'ordre constitutionnel, c'est bien beau. Mais voir maintenant les cris de la population tchadienne en est aussi une autre. Une nouvelle constitution a été instaurée durant les 3 années de transition. Après la mort de l'ancien président Idriss Déby, la prochaine étape de cette transition pour les Tchadiens, c'est l'élection de leur président, le 6 mai. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions pour votre attention. Toujours dans la suite des programmes sur Viva, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Ingemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.